Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Je suis navrée, je ne pouvais pas être plus à l'opposé de vous. Ah oui, bah en fait on n'a pas précisé. Bah oui, c'est ça, je me suis rendu compte, désolée, je ne suis jamais en retard. Pas grave du tout. Moi en plus j'ai une amie qui est là en plus. Ah bah super. Donc on va peut-être quand même aller vers là-bas. Ah oui, pas de problème, on peut faire Moi là. j'ai laissé mon vélo là, mais... Ça marche. En juillet 2021, la Belgique fut victime d'importantes inondations. Les dégâts ont été nombreux et les citoyens belges furent impactés tant physiquement que psychologiquement. Depuis plusieurs années et de plus en plus fréquemment, ces phénomènes se multiplient un peu partout dans le monde. Les constructions urbaines sont l'une des causes de ce type de catastrophe. Quelques jours après les intempéries, je rencontrai Laetitia, citoyenne belge à l'initiative de l'ASBL Laisse Béton. À travers cette association, Laetitia lutte pour la débétonisation des espaces dans la capitale et leur réappropriation par ses habitants. Nous nous sommes retrouvés le temps d'une promenade sur la friche Josaphat, un espace vert situé au cœur de la commune de Schaerbeek, où la nature gît entre les immeubles et les lignes de chemin de fer. Un lieu symbolique de cette lutte, menacé par des projets de construction, mais ô combien nécessaire aux vivants. Épisode 17, Laisse Béton, déminéraliser la ville. Bah moi c'est Laetitia, j'ai 38 ans. Je suis bruxelloise depuis toujours. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait là ? On est sur la friche Josaphat. On est là parce que ça fait du bien d'avoir un peu d'espace dans Bruxelles. Sachant que je viens de Saint-Gilles, quartier bosnique, un quartier hyper dense, hyper minéral. Voilà, ça fait du bien de pouvoir un peu respirer, de voir cette nature, de la vraie nature, on va dire, non transformée, oui, qui est revenue sur des choses qui avaient été transformées par l'homme, mais en tout cas qui est beaucoup plus sauvage. Et, voilà, ça fait du bien d'un peu avoir un autre regard sur cette nature. Et donc voilà, j'ai créé l'association qui s'appelle Laisse Béton. Voilà, oui. Le super chemin qui est fait. Et du coup, avec l'eau, avec la pluie, on est dans la boue. Mais on va passer par le côté. Voilà, mais du coup, c'est fort en lien avec le fait, justement, je pense que je vis dans ce type de quartier où on manque cruellement de nature, on manque cruellement... du coup, on subit aussi d'autant plus les effets de trop de béton, notamment en période de canicule, mais aussi en période, comme on les a connues maintenant, de fortes précipitations. Donc on subit pas mal les effets du changement climatique. Et voilà, je suis depuis très longtemps investie dans des causes, on va dire, en lien avec l'écologie. Ça me passionne, ça me touche énormément. Du coup, j'avais envie de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Et donc c'est toi qui es à l'initiative de cette association ? Oui, c'est ça. Donc parce qu'en fait, en gros, c'est venu petit à petit, comme toujours, pour un projet, on passe de... Ça commence par une idée, je ne sais même pas si c'est une idée, parce qu'en soi, je ne suis pas la première à avoir eu l'idée de débétonner, mais en tout cas, plutôt un ressenti aussi, de me dire, mais allez, en me baladant dans les rues, etc., à me dire, mais tout a été surbétonné, et c'est, dans la plupart des cas, vraiment pas du tout nécessaire. Ça a été fait aussi par facilité, ou par facilité d'entretien ou autre. Et du coup, j'ai commencé à devenir un peu obsédée par tous les interstices qui ont été minéralisés, mais qui, a priori, parce que c'est clair que quand on analyse les choses de manière plus approfondie, oui, c'est très très complexe. Une ville et les sols d'une ville aussi, tout ce qu'il y a en dessous, on ne réalise pas toujours, tout ce qui est impétrant, etc. Mais je pense qu'on se limite quand même fort. Et il y a quand même des choses qui sont possibles de faire autres que du béton,
même s'il y a plein de choses qui se trouvent dans le sol et donc il faut tenir compte comme contrainte, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à devenir un peu obsédée par tout ça, et puis petit à petit à vraiment... j'ai aussi suivi une formation en permaculture urbaine en fait, qui m'a vraiment aidée à m'outiller encore davantage pour passer de ce ressenti à peut-être proposer un projet, et donc voilà, commencer vraiment quelque chose de plus concret par rapport à ça, intégrer cette vision beaucoup plus systémique de la ville en fait, et donc passer du détail à la vision plus holistique en fait. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à aller voir que ce soit des politiques, associations ou autres avec cette idée-là. Et voilà, ça a pris, premier subside. J'ai créé du coup la SBL parce que ça intéressait évidemment. Le fait qu'aussi que ce soit... le but, c'était de pouvoir proposer des chantiers participatifs en fait, de déminéralisation de l'espace public. Et donc aussi le fait que ça intègre en fait, la communauté locale. C'est pas juste se dire... que la commune va le faire et qu'on identifie les lieux. Non, c'est vraiment que ce soit les habitants qui puissent se réapproprier l'espace public de cette manière-là, se rencontrer de nouveau, et aussi du coup se réapproprier des savoir-faire et une autre vision en fait de son quartier, de sa ville. Débétonner, c'est aussi un prétexte en fait pour réaborder les cycles de l'eau, les cycles de la matière organique, se reconnecter au sol, au vivant, etc. Donc des choses desquelles en tant qu'urbain on a été complètement déconnecté, déresponsabilisé aussi. Quand je vois tout le monde trouve ça, la plupart des gens trouvent ça tout à fait normal, et moi la première, avant de vraiment plus m'y intéresser depuis quelques années, que de l'eau de pluie propre finisse dans les égouts, qui est de l'eau sale à la base, que nos déchets on les dépose devant notre porte et voilà, on ne sait pas trop où ça part et on ne doit plus gérer tout ça. Et en fait moi ça m'intéresse en fait qu'on puisse réapproprier et se responsabiliser à ce niveau-là, et comment est-ce qu'on fait et quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous. Et je pense qu'à partir du moment où on déminéralise le sol, on a énormément de possibilités qui s'ouvrent à nous. Et donc même ça peut aller loin, ça peut même être en matière d'autonomie alimentaire ou des choses comme ça. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles et pas se dire ok, comment est-ce que on pourrait faire en sorte que Bruxelles soit une ville plus autonome au niveau alimentaire en l'état actuel. Non, en fait il y a moyen aussi de transformer l'état actuel pour se faire quoi. Donc, Et du coup, ton association, elle a été créée en quelle année ? En 2020, en fait, en plein confinement. Ah oui, c'est hyper récent. Oui, c'est hyper récent. Du coup, ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai réfléchi au projet, que je me renseigne, que je lis, que je rencontre, etc. Il fallait d'abord s'assurer que ça réponde quand même à un besoin avant de vraiment créer l'association. Parce que même si ça répondait à mon propre besoin, c'était le but aussi, que c'était est-ce que ça intéresse et les pouvoirs locaux et les communautés locales en soi. Et oui, ça c'est sûr, en fait, ça parle à beaucoup de monde. Et donc voilà, après, une fois qu'on a un peu ces assurances-là, on crée la SBL, mais même comme ça prend vraiment du temps pour avoir des subsides, avoir les autorisations et donc lancer le truc. Et c'est vrai que parfois on se dit, surtout quand on revit des catastrophes comme récemment, on se dit allez, on y va, quoi, c'est bon, on le fait, parce qu'au final, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas du tout compliqué en fait de retirer un pavé sur l'espace public en soi, mais avoir les autorisations et le budget pour le faire, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, parce que le but c'était quand même de le faire de cette manière-là, et donc de le faire en toute légalité en fait. En tout cas dans un premier temps, en espérant que ça prenne et que du coup il y ait des projets beaucoup plus ambitieux et de plus en plus de projets, que ce soit aussi réapproprié en fait que ça devienne la nouvelle norme et que ce soit normal. Parce que moi ce qui me frappait fort aussi, c'est que la réponse en termes de végétalisation dans l'espace public, c'était c'est très chouette. Il y a les plantes grimpantes, ça je pense que c'est vraiment super. Utiliser la verticalité, ça apporte déjà beaucoup. Fleurir les pieds d'arbres, etc. Je pense que de toute façon, l'existant, il faut de toute façon l'améliorer. Mais sinon, poser des bacs, par exemple, j'ai trouvé ça toujours en fait débile, désolé du terme, mais c'est-à-dire, ok, on pose du sol sur du sol, en fait, et donc c'est tellement pas résilient comme dispositif, il faut tout le temps arroser, etc. Et donc, est-ce qu'on peut pas aller plus loin que ça, que les simples bacs pour végétaliser l'espace public, quoi.
Et pour remettre dans le contexte, parce que tu en as parlé juste avant, là, la Belgique, elle vient de subir des inondations assez terribles. Et du coup, essayer de faire comprendre aux gens que le béton, enfin bétonner, construire tout le temps, et ben ça provoque ce genre de catastrophe en fait. Oui, après c'est de nouveau pas si simple que ça, je pense, mais c'est pas que ça provoque ce genre de catastrophe, parce qu'on sait aussi que bon, il y a des gens qui vont dire que ça a toujours existé, oui c'est clair, mais on sait que le changement climatique accentue cela, on aura de plus en plus fréquemment ce genre de catastrophe et de manière beaucoup plus importante. Mais ce qu'il y a, c'est que bétonner ne nous permet pas de répondre, enfin, c'est pas que ça accentue les catastrophes, ça accentue les dégâts en fait liés à ces catastrophes. Et il n'y a pas que, la bétonisation, c'est clair que c'est une des causes principales, mais il y a aussi toute notre agriculture, des champs qui ne servent plus d'éponge. Il y a le fait qu'on continue aussi à détruire des forêts qui justement aussi pourraient absorber énormément d'eau. Et il y a la bétonisation, non seulement a une conséquence par rapport à ce genre d'événements climatiques, mais c'est aussi, et là la friche Josaphat c'est un des gros enjeux, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, mais il y a l'effondrement de la biodiversité. Les deux peuvent être liés, mais l'effondrement de la biodiversité pourrait devenir une menace bien plus importante et plus rapidement encore que le réchauffement climatique. Et de là à faire le lien tout de suite, c'est aussi une des missions que l'ES Béton veut avoir, c'est de pouvoir vraiment se permettre aux personnes de se reconnecter en fait, d'être de nouveau sensibilisées à ça et de nouveau pouvoir s'émouvoir en fait de cette nature, parce qu'elle serait présente vraiment un peu partout dans la ville et pas juste cantonnée à des espaces bien définis, parce que ça a été un peu la spécialité aussi maintenant. Les enfants ils doivent jouer dans des plaines de jeux, plus dans les rues. Et la nature elle se trouve dans les parcs et plus un peu partout, et on la côtoie plus au quotidien. Moi je vois ça aussi par exemple avec les cours d'école, où petite, nous on était les mains dans la terre toute la journée en train de chercher des vers de terre, on avait encore accès à ça. On n'avait pas les racines des arbres qui étaient protégées pour pas qu'on tombe éventuellement. Et on arrive de plus en plus à une vision très sécuritaire et très il faut que ce soit propre, il faut que ce soit machin. Et du coup en fait on est vraiment coupé au quotidien de cette nature quoi. Il faut se déplacer pour être en contact avec cette nature. Et ça moi je le déplore vraiment quoi. Donc je me dis ça peut paraître anecdotique de débétonner des petites zones comme ça, mais c'est vraiment même aussi par rapport à ce qu'on peut appeler les maillages verts, bleus, etc. C'est hyper important quoi. Donc, je laisse passer le train. Et bon, là on dit petit espace, mais quand même ici je trouve que c'est quand même, bon évidemment c'est pas gigantesque, mais c'est quand même pas mal comme espace ici là où on est à la friche Josaphat. Et du coup concrètement ici, vu qu'on est en train de marcher là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quand même une lutte pour justement que ça reste tel que c'est là. Oui, il y a vraiment, moi je trouve ça hyper symbolique en fait comme espace, parce que ça vient un peu confronter... à la fois c'est super beau parce qu'il y a vraiment tous ces citoyens qui s'organisent, qui sensibilisent, etc. et qui vont au front vraiment au niveau même de nos politiques par rapport à l'importance de ne pas construire ici, qui offrent même des solutions alternatives, etc. qui sont hyper créatives, avec l'aide d'associations, etc. Et puis il y a nos politiques qui, je sais pas, c'est toujours, je trouve que justement ça manque de créativité, c'est des réponses assez binaires au manque de logement on construit, alors que il y a plein d'alternatives en fait, et je dis pas qu'il faut pas faire du logement, j'ai travaillé 10 ans avec des personnes sans abri, donc je suis quand même sensibilisée à ça, mais il y a vraiment moyen de faire autrement en fait, et ça, et que j'ai l'impression que les conséquences de cet effondrement de la biodiversité, du réchauffement climatique, etc., elles sont vraiment pas intégrées quoi, et du coup je me sens pas en fait protégée par nos politiques, je trouve que ils nous mettent vraiment en danger en fait avec ce qu'ils font. Et, du coup oui, pour faire le lien aussi avec l'ES Béton,
Pourquoi est-ce que j'ai aussi envie de m'impliquer dans ce genre de lutte? Parce que les bétons, pour avoir du sens aussi, c'est se dire on débétonise d'un côté, mais il faut qu'on arrête aussi de l'autre de continuer, parce que sinon c'est un peu comme si on était dans un bateau à essayer de les coper avec des petits gobelets, et qu'à côté de ça, il y en a qui continuent à verser des grands seaux d'eau pour nous faire couler, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je pense que l'un doit aller avec l'autre, clairement, quoi. Sinon ça enlève beaucoup de sens au projet, quoi. Et la lutte pour ici, la friche Josaphat, c'est depuis quand? Oh là là, je ne suis pas non plus la spécialiste, moi je suis ça comme je peux, mais je ne fais pas partie non plus du groupe. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des naturalistes qui sont présents sur le site depuis de nombreuses années pour observer, répertorier, etc. toutes les espèces. Après, ça a vraiment pris de l'ampleur ces 2 dernières années, je pense avec la page Facebook, la pétition. Et donc il y a de plus en plus de monde aussi qui s'y intéresse. Qui participent aux petites visites guidées, etc., qui sont faites par les naturalistes, et du coup qui sont clairement sensibilisés et qui ont envie aussi de la préserver. Enfin, j'étais par exemple très sensible aussi par rapport à la question du marais Wills, qui est plus près de chez moi. Et donc en fait, c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de combats partout et qu'en fait il faut être sur tous les fronts. Et heureusement qu'il y a à chaque fois des citoyens qui sont là. Mais c'est fou, quoi, de se dire que c'est les citoyens qui doivent vraiment lutter. Et qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un déni démocratique à ce niveau-là, quoi, parce que... Ouais. Mais j'y suis passée justement au marais Wills, j'ai rencontré une des citoyennes justement qui Geneviève. Geneviève. Ouais. Et super, quoi, vraiment. C'est fou ce que ce lieu fait du bien aussi, surtout là. Moi aussi j'habite à côté, j'habite du côté de à Forêt, hein, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de... il y a les parcs, mais c'est pas la même chose, quoi, c'est pas... Oui, c'est vrai que moi, le marais Wills, je me souviens que la première fois que j'ai découvert cet endroit, c'était en prenant le train, parce que le train passe juste à côté. Et j'étais là, waouh, c'est tellement beau. Ça peut pas être un truc qui a été fait exprès. Ça peut que être la nature, en fait, qui a pu faire ça. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, parce que du coup, c'est un peu triste, mais dès qu'on voit quelque chose comme ça qui nous semble super beau et un peu improbable, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, ça va être menacé, quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est vrai que je me suis dit, mais on a tellement besoin aussi de cette beauté-là et de pouvoir être ému par ça. Et, c'est un peu même de la poésie, j'en sais rien, dont on manque. Et que dès que c'est des propositions qui sont vraiment aménagées, etc., c'est pas la même chose, il n'y a rien à faire. Et c'est vrai que des sites comme ceux-ci, c'est aussi pouvoir se dire ok, les Bruxellois manquent d'espace vert, mais aussi il faut que des sites comme ça puissent exister pour eux-mêmes aussi. Et pas, on est vraiment fort resté dans cette vision anthropocentrée aussi. Qu'il faut que la nature nous serve à quelque chose et du coup je peux aussi en faire ce que je veux, je peux la contrôler, je peux... non, en fait la nature elle a besoin de pouvoir exister aussi par elle-même, pour elle-même, et de toute façon on est connecté à ça et un espace comme celui-ci par exemple qui paye pas de mine entre guillemets, il est par exemple beaucoup plus riche en biodiversité que le parc Josaphat. En tout cas si on parle justement de diversité, parce que dans les parcs qu'on aménage nous-mêmes, il y a vraiment une banalisation des espèces en fait. Et aussi l'importance de lieux ouverts comme ça, parce que ça vient amener toute une autre faune. Et donc c'est aussi à ça qu'il faut pouvoir sensibiliser, aussi avoir un changement de regard en fait sur cette nature. Moi dans mon petit quartier Bosnie où il n'y a pas grand chose comme verdure, je m'attelle à végétaliser les pieds d'arbres déjà et à faire cohabiter justement le sauvage avec peut-être des plantations que je fais moi, mais qui sont normalement adaptées aussi au milieu, etc. Et je reçois souvent des remarques, c'est très chouette, mais du coup ça engendre la discussion, c'est ça le but. Ah mais du coup tu peux enlever toutes les mauvaises herbes autour, et donc voilà, c'est pouvoir dire non justement, c'est pas des mauvaises herbes, et donc pouvoir un peu contribuer à un changement de regard en fait. Ouais. Et du coup, donc, tu me dis que tu as créé cette association en début 2020, et du coup j'imagine que tu es partie toute seule. Ouais. Et est-ce que tu as été rejoint ou tu as fait appel à des gens ou spontanément les gens sont venus à toi pour... Je sais pas combien vous êtes dans votre association, mais si tu as envie d'en parler un peu. C'est vrai que souvent, notamment via la page Facebook, les personnes pensent souvent qu'on est plein. On n'est pas encore plein, mais j'ai la chance en fait depuis pas longtemps d'avoir un vrai CA. C'est 3 personnes dans mon CA, mais c'est déjà génial avec des profils qui se complètent bien et qui du coup c'est vraiment chouette de pouvoir être épaulé par un CA qui va vraiment guider l'association aussi. Donc moi je me suis aussi retirée de ce CA justement parce que j'avais vraiment les bétons comme si c'était un peu schizophrénique quoi, et du coup je voulais pouvoir ne plus être moi les bétons. Et par contre, c'est vrai qu'en tant que sur le terrain et pour gérer les projets et en fait gérer toute l'association, pour l'instant, je suis encore seule.
Mais on espère vraiment pouvoir avoir un certain nombre de subsides rapidement pour pouvoir, en fait, au minimum être déjà 2, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, et puis pouvoir même grandir. Après, moi, c'est vrai que l'ambition, c'est de pouvoir travailler sur toute la région et donc pas avoir de limitation de communes et justement faire des connexions même entre les communes, parce que je trouve que c'est aussi cette vision plus globale qu'il n'y avait pas. Enfin, il y a des choix de projets par commune, parfois il n'y a pas d'échange. Enfin, j'ai été assez frappée de voir que... Enfin, il y a une commune qui est à côté d'une autre et ils ne savent même pas ce qu'ils font en termes de végétalisation. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas mutualiser ça et de en fait chaque fois recommencer un peu les choses. Enfin, je pense que ça commence un peu entre certaines communes, mais... Et donc voilà, c'était aussi pouvoir dire il n'y a pas trop de frontières et de ça, et donc à voir si l'Esbéton s'étend, est-ce que ça restera d'office sur tout Bruxelles, une association pour tout Bruxelles, ou justement ce serait peut-être des antennes locales, j'en sais rien. Enfin, je rêve un peu de plein de choses, mais où tout serait de nouveau connecté, mais où on pourrait vraiment s'intégrer dans un tissu local et associatif. Et, voilà. Parce que c'est ça, en fait, à chaque projet, le but, c'est pas juste de débarquer et de dire bonjour, on a un projet et on sait tout mieux que tout le monde et on va faire le truc. Ben non, c'est justement qui est présent en termes d'habitants, en termes d'associations, qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc ça, je pense que c'est hyper important de s'imprégner de ça. Et puis que ce soit vraiment les habitants qui fassent des propositions. Et donc avec l'outil, par exemple, du design en permaculture, donc c'est vraiment prendre vraiment le temps d'observer les choses, mais assez longtemps. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance aussi, en tant qu'être humain, à arriver à dire on rase tout, on fait ça. Ben non, justement, prendre le temps en plus les habitants et les associations, ils ont ces connaissances-là, de les regrouper. Et puis à partir de là, voilà, c'est quoi les pressions aussi qui s'exercent, c'est quoi vos besoins, et qu'est-ce qu'on va proposer du coup comme design qui soit vraiment le plus adapté possible au contexte, pour pas justement faire des aménagements en fait, qui ne correspondent pas du tout et qui du coup vont soit être saccagés, soit pas du tout être utilisés ou compris. Voilà. Et puis le but aussi, moi j'aimerais bien que la notion de projet aussi puisse évoluer même dans les subsides, où souvent on est subsidié pour faire le projet mais pas pour assurer une maintenance ou le faire évoluer. Alors qu'en fait je pense que c'est ça la clé, quoi, c'est de pouvoir aussi faire évoluer le projet au fur et à mesure en fonction des nouveaux besoins ou des nouvelles contraintes ou autres. Quoi. Donc, voilà. Oui, vas-y, je te suis. On va aller là d'où je viens. Et du coup, comment ça se passe j'allais dire comment ça se passe dans ta tête quand tu te dis... parce que tu dis que tu as toujours vécu à Bruxelles, toi. Ouais. Parce qu'il y a quand même un palier à passer entre se dire que voilà, c'est trop minéralisé, il y a trop de béton, et faire une association pour faire que les choses changent. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, vraiment un élément déclencheur ou juste un ras-le-bol de ta part Qu'est-ce qui fait que vraiment tu t'es dit il faut vraiment que je passe par une association Ouais. Oh là là, passer de l'idée à l'action. Après, ça a aussi correspondu à un changement. En fait, depuis plusieurs années, même en étant infirmière de rue, j'étais déjà fort investie dans des projets, que ce soit zéro déchet. Je me formais aussi au compostage, au maraîchage, des choses comme ça. Et en fait, ça devenait un peu too much en fait, d'être dans tout en même temps. Et donc, j'avais envie de pouvoir me consacrer pleinement à ça aussi. Et voilà, donc c'est aussi un changement d'orientation professionnelle. Après, tout en ayant l'idée de l'Esbéton, en le développant, parfois je postulais aussi à des postes en lien avec l'écologie, mais c'est vrai que comme j'avais pas le diplôme requis, on va dire, parce que je suis plutôt autodidacte à ce niveau-là, j'avais même pas d'entretien d'embauche. Et donc je me suis dit, voilà, je vais créer moi-même aussi mon job via ça, et parce que moi je conçois pas de travailler et de subir en fait mes journées. J'ai besoin d'être passionnée aussi par ce que je fais et pas de me dire oh non c'est lundi matin, voilà. Et du coup j'avais ça infirmier de rue, j'ai adoré mon travail, j'ai très rarement été avec des pieds de plomb et j'ai besoin de garder, j'avais besoin de changement quand même, et puis et du coup je me dis j'ai vraiment clairement envie d'investir tout mon temps là-dedans et d'en faire même mon travail, quoi. Donc, Oui, donc du coup il n'y a que via cette association que tu es rémunérée, on va dire? Oui, et même comme ça j'avoue que c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment un questionnement que j'ai aussi, même avec des personnes autour de moi, où je me dis, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas... on sait qu'avec justement les défis qui nous attendent,
il y a des métiers qui, enfin même avec la crise Covid, je pense qu'ils sont vraiment apparus comme désuets. Enfin, il y a plein de gens qui trouvent plus de sens à leur métier, qui auraient envie de se réinventer, de se reconvertir, etc. Mais en fait, les possibilités, c'est soit je tombe en burn-out parce que voilà, j'ai tellement tiré sur la corde et du coup voilà, soit je démissionne, mais alors je me retrouve sans rien, quoi. Et donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui pourrait faire, voilà, les personnes qui ont envie de se réorienter dans les métiers de la transition, que ce soit devenir genre maraîcher, j'en sais rien, n'importe quoi de manuel ou voilà, des choses qui permettent de rendre nos villes plus résilientes ou des choses comme ça, ils devraient pouvoir bénéficier, je sais pas, on a 1 an où on a une sécurité au niveau économique pour pouvoir se former et créer son propre projet, quoi. Et ça, je trouve que ça manque hyper fort, quoi. Et donc c'est clair que moi aussi, j'ai eu des gros stress aussi en créant l'ASBL, au niveau même financier et tout ça, quoi. Et en même temps, c'était plus fort que moi parce que j'avais vraiment besoin de ce changement. Et donc voilà, c'est clair que c'est un peu des situations plus précaires, surtout que j'ai eu un 2e enfant en créant l'ASBL, etc. Donc voilà, c'était pas des petits défis, quoi. Oui, je comprends. Et du coup, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps la newsletter de Les Béton. Oui. Et j'ai vu que vous avez fait votre premier chantier, c'est ça Mais oui, donc c'est un peu symbolique parce que de nouveau, comme je dis, ça prend du temps de parler, d'envoyer des demandes de projets, des choses comme ça. Et en fait, du coup, c'est un peu frustrant et surtout avec de nouveau cette crise Covid parce que normalement, il devait y avoir un premier projet juste avant la crise sanitaire qui devait se faire. Donc tout a été reporté et donc... à la fin, c'est aussi une perte de sens de dire on fait que parler, et puis surtout qu'avec cette crise, on pouvait être moins présent sur l'espace public. Et donc, j'étais un peu en perte de sens par rapport à ça. Et donc, enfin, en collaboration avec l'Université populaire d'Anderlecht, on a pu... et franchement, avec la commune d'Anderlecht aussi, qui a été justement super ouverte, en fait, et super souple, on a pu retirer les premiers pavés, vraiment agrandir une fosse d'arbres sur l'espace public et que ce soit nous-mêmes qui le fassions, quoi. Parce que c'est vrai que souvent il y a un peu le retour, oui mais ce sera plus facile si c'est la commune qui le fait, et leur explique mais non, mais en fait le but c'est que ce soit vraiment les citoyens qui le fassent, qu'il y a aussi un côté symbolique à le faire soi-même, voilà. Et puis quand on le faisait, on a l'impression de faire un peu de l'archéologie urbaine, c'est se rendre compte, tiens, l'arbre, comment ses racines sont, il y avait même un peu des trous, des vides comme ça dans le sol, c'est super intéressant en fait en soi de le faire aussi. Et moi, la notion de sol aussi, je trouve ça vraiment important de sensibiliser. En fait, qu'est-ce qui se passe sous ces pavés, sous nos pieds, comment les arbres arrivent à trouver leur chemin ou quoi. Et donc, c'est vraiment important que ce soit les citoyens qui puissent faire ces chantiers, quoi. Et donc, on a eu l'occasion de faire ça. Et le but, c'est de pouvoir, dans l'année qui vient, faire 9 autres arbres comme ça sur le Square Pecker, quoi. De nouveau, ça pourrait paraître anecdotique en termes de mètres carrés débétonnés, mais franchement, il y a un impact hyper important déjà sur chaque arbre. Et ça, je trouve ça important de pouvoir aussi regarder les arbres en ville, non pas comme du mobilier urbain. Et c'est vrai que moi je suis souvent assez choquée des fosses qu'on leur laisse minuscules. Donc c'est vraiment comme si on niait l'importance de ce sol et des cycles de nouveau de la vie. Normalement c'est important que les feuilles de l'arbre tombent sur le sol pour le nourrir et pour qu'il y ait une vie dans ce sol. Donc on nie vraiment complètement un cycle. Et donc voilà, ici pouvoir montrer, c'est des êtres vivants qui ont des besoins parce qu'ils souffrent énormément, les arbres en ville. Alors que nous, si on voit plutôt une vision utilitaire de la nature, ils nous rendent énormément de services, quoi. Et donc rien que ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis voilà, tous les liens qu'on crée avec la communauté locale qui peut aussi se réapproprier cet espace, adopter du coup des pieds d'arbres, des choses comme ça. Et voilà, un prétexte pour la rencontre, un prétexte pour apprendre des choses. Alors peut-être qu'il y aura des chantiers, et c'est prévu beaucoup plus important aussi en termes de déminéralisation, et c'est tant mieux. Mais je pense que le chantier est tellement immense à Bruxelles qu'il faudra que ça se complète entre des projets qui sont menés par la région de plus grande envergure, ou les communes, et puis des petits projets plus locaux menés avec les habitants, quoi. De toute façon, il y a tellement à faire et il faudrait le faire assez rapidement que c'est bien si ça se complète aussi. Et voilà, et du coup créer aussi des citoyens qui seront plus résilients et qui comprennent aussi pourquoi on le fait et pourquoi parfois on va aussi prendre, et j'espère, clairement de la place à la voiture en ville. Le but ce serait aussi de récupérer des places de parking, les désasphalter, etc. Parce que s'il y a bien un sol qui n'a plus qu'une seule fonction, c'est un sol asphalté et qui justement est le moins résilient possible, quoi. Et qui est d'une certaine manière, qui est clairement privatisé en fait.
Et du coup, c'est pouvoir aussi faire intégrer ça et pas opposer de nouveau écologie et soit social, soit mobilité. Enfin, c'est vraiment répartir l'espace public de manière beaucoup plus équitable. Et clairement, si on voit les chiffres, par commune, c'est vachement plus impressionnant ou pas, mais même dans ma commune, c'est clairement pas 50% de la population qui a une voiture. Et pourtant, c'est 70% de l'espace public qui est utilisé, pour en plus que les voitures ne soient utilisées que 5 à 10% du temps. Donc, c'est juste remettre un peu les choses en perspective. Et du coup, c'est pas ne plus avoir de voiture, mais comment est-ce qu'on peut les utiliser différemment, les partager et les utiliser vraiment quand on a besoin. Alors, les gens vont toujours opposer à dire oui, mais il n'y a pas assez d'offres de transport en commun, pas assez d'alternatives. Mais voilà, il faut qu'on puisse. Moi, ce que je trouve génial aussi, c'est de se dire, ok, quand on est présent sur l'espace public, au moins le débat peut avoir lieu sur l'espace public. On peut discuter, même si on ne sera pas toujours d'accord, mais quand même faire un peu évoluer les choses, plutôt que ça se fasse sur les réseaux sociaux, sur autres, où ça vient vraiment cristalliser et opposer les gens davantage. Et c'est vrai que c'est difficile parce je pense qu'on a tellement, même avec la publicité, tapé le clou, sur l'importance de l'individu, de ses besoins, de ses droits, que maintenant c'est difficile en fait de remettre le bien commun au centre et se dire ok, oui, c'est clair qu'on a tous des besoins, on doit tous avoir des droits, mais il ne faut pas que ces droits-là empiètent sur le bien commun. Et donc comment un peu, surtout avec les enjeux actuels, rééquilibrer les choses, et notamment en ville, quoi. Donc, Ça fait le tour, ça, ici? Pardon, je te coupe. Mais si tu veux, on peut continuer, j'imagine. Je dis allez, ça change. Ouais. Et du coup, je me disais, mais tu me corriges si je me trompe, le fait de faire ces actions-là en pleine ville, vous-même, que ce ne soit pas fait justement par des gens de la commune qui sont, malheureusement, j'ai l'impression que c'est des gens, quand on passe dans les rues, qui sont un peu invisibles, tu vois ce que je veux dire, on les voit quasiment plus faire. Et je veux dire, quand on voit des citoyens agir, j'ai l'impression que c'est plus fort en termes d'impact. Ouais, c'est sûr, ça interpelle super fort. Et même bêtement, faire des pieds d'armes, moi les gens s'arrêtent, sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait Et du coup, c'est comme si vraiment il y a eu et c'est très fort chez nous, je pense, où on n'est plus du tout, on s'approprie plus du tout l'espace public. De nouveau, c'est un peu comme nos poubelles qu'on vient chercher et l'eau qu'on ne sait même pas où ça part et qui la nettoie. L'espace public, c'est plus... moi, je suis frappée toujours, je prends cet exemple-là où mon père, quand j'étais plus petite, il le fait encore d'ailleurs, il balayait d'office son trottoir devant chez lui. Et en fait, normalement, on est censé encore le faire et s'occuper un peu d'aller plus loin que notre propre porte. Et du coup, s'occuper un peu de notre frontage, comme on pourrait dire. Et en fait, ça se fait plus et on n'habite plus du tout en fait cet espace public. Et du coup, c'est aussi ça de se dire, en fait, on peut aussi créer des aménagements qui permettent aussi aux gens d'avoir envie d'y rester, d'avoir envie de s'y investir et de prendre soin aussi de ce qui dépasse le lieu purement privé, quoi. Et donc de rendre aussi cette frontière privée-publique beaucoup plus floue. Et surtout, et ça de nouveau, moi ma rue par exemple, c'est dédié uniquement à du parking. Heureusement qu'il y a quand même quelques plantes grimpantes, mais il n'y a rien d'autre que ça, quoi. Et je me dis, c'est clair qu'en plus, c'est un peu un cercle vicieux parce que au moins nos rues sont attractives et nous donnent envie d'y rester, au moins on va se déplacer d'une manière douce. Parce qu'on n'a pas envie en fait de les traverser à pied ou à vélo parce que ça donne pas... et donc on va plus encore avoir envie d'utiliser notre voiture. Et donc c'est un peu le cercle vicieux. Et donc je trouve ça important vraiment d'agir là-dessus et de pouvoir redonner plusieurs fonctions et des choses à voir en fait dans l'espace public pour qu'on ait envie de s'y balader. Mais par contre je trouve aussi important, et avec le projet de béton, de pouvoir intégrer un maximum aussi la commune, donc travailler avec elle, et s'ils le souhaitent, travailler avec les ouvriers de la commune ou n'importe quel employé. Et ça se fait, franchement, il y a quand même des chouettes collaborations qui se font. Et donc ça, je trouve ça super chouette aussi, si sur des chantiers, il peut y avoir et des employés communaux qui ont des savoirs, c'est leur métier, qui peuvent nous dire un peu ce qu'il y a dans le sol, comment il faut faire, etc. Et les citoyens et les associations qui travaillent tout ensemble en fait. Et je pense que c'est comme ça que ça marchera le mieux, quand tout le monde est impliqué à son niveau, qu'il y a une communication qui se fait, et parce que voilà, c'est sûr que la commune elle a aussi des responsabilités, elle a aussi, et qu'elle puisse aussi être rassurée que les projets qu'on fait c'est pas n'importe quoi, qu'elle soit consultée, c'est vraiment important, quoi. C'est pour ça que je disais, on pourrait être tenté de faire les choses d'une manière complètement illégale, mais je pense que finalement ça peut être plus contre-productif qu'autre chose aussi.
Donc tant qu'on peut encore le faire, parce qu'on est encore plus ou moins dans des bonnes conditions, faisons-le de manière légale et voyons ce que ça donne. En tout cas, tentons le truc, quoi. Et du coup, tu parlais quand même de la difficulté de communiquer avec les politiques. Est-ce qu'il y en a quand même certains ou certaines qui vous suivent dans vos projets ? Oui, franchement, communiquer avec les politiques, c'était même la première porte d'entrée, en fait. C'était vraiment d'aller voir les échevins et tout ça. Et donc d'avoir certains échevins qui accrochent vraiment au projet et qui après puissent aussi le défendre au niveau du collège. Mais je pense que tout le système, même d'une commune, est vraiment difficile, quoi, parce que même si parfois un échevin veut absolument que les choses soient faites, ça ne suit pas forcément dans l'administration, parce que il y a aussi un manque de moyens, clairement, et c'est clair que des projets citoyens, ça va encore rajouter des choses. Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir mettre les moyens des ambitions, et si on veut qu'il y ait plus de vraie participation citoyenne, donc pas juste une consultation, et que les citoyens puissent se réapproprier cet espace public, contribuer clairement à l'aménagement et concrètement, il faut aussi qu'on permette aux communes de suivre ça, et qu'il y ait des personnes qui puissent être engagées pour ça aussi. Enfin voilà, et donc je pense que je jette pas non plus complètement la pierre du tout sur les communes et leurs employés, parce que ça vient quand même un peu bouleverser tout un truc où ils sont déjà débordés par plein de choses, quoi. Donc c'est pas rien de gérer une commune et aussi de se dire il y a des besoins tellement différents, il y a tellement de... Ouais. Mais franchement, les échevins, en général, ça se passe vraiment bien, quoi. Le politique est très ouvert, au final, aux nouvelles idées, c'est pas ça. Mais il faut qu'après, on puisse les mettre en œuvre, quoi. Oui, c'est ça. Et si jamais des gens ont envie de t'aider dans cette association, est-ce qu'il y a une possibilité ou ça reste... Ah non, le but, c'est pour ça que j'étais aussi contente de sortir du CA, parce que j'ai vraiment envie que l'ESBéton, ça puisse être approprié aussi, en fait, par tout le monde. Et que du coup, de nouveau, l'idée, de toute façon, on voit qu'elle percole aussi, et ça c'est chouette, ça change déjà la norme hyper fort, qu'il y a d'autres projets, d'autres associations qui commencent à se faire, à se dire on va pas juste mettre des bacs, oui, on va dépaver, on va déminéraliser. En fait, c'est possible de le faire, quoi. C'était ça aussi le but, c'était de montrer qu'en fait c'était possible, et allons-y, quoi. Mais oui, et du coup, clairement, moi, il y a déjà des membres aussi à l'ESBéton, ça c'est super chouette, parce que c'est les membres aussi qui contribuent à la prise de décision. Le CA peut aussi très bien s'élargir et s'il y a des personnes qui veulent s'impliquer bénévolement, faire un stage, voilà, c'est vraiment, on est hyper ouvert. Au plus on sera de fous, plus on rira, j'espère. Mais voilà, non, c'est sûr que le but c'est que ça puisse être un outil aussi qui clairement la SBL en elle-même puisse être réappropriée. Après c'est clair qu'on doit pouvoir la gérer aussi pour que voilà, ça parte pas complètement. Voilà. Mais en tout cas pour les actions sur le terrain, etc., on demande vraiment pas mieux que d'avoir du monde, quoi. Et j'ai envie de finir en te posant cette question, si avec les personnes que tu as rencontrées, les citoyens, citoyennes, est-ce que tu as eu l'impression que la crise du Covid, là on est en juillet 2021, ouais. Donc on est encore un petit peu dedans, est-ce que tu as senti qu'il y a eu un impact ou un changement depuis cette crise sanitaire ? C'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, pendant la crise ou au moment du choc en tout cas, clairement... il y a des prises de conscience énormes, mais c'est aussi lié un peu au stress, ça vient nous déstabiliser, du coup on se dit ah ouais, c'est un peu comme les inondations ici, j'ai eu plein de messages, il fallait absolument tout de suite faire un chantier, machin, et je suis là. Ouais, et en même temps j'ai l'impression que c'est triste, mais j'en veux à personne, parce que c'est aussi le système, c'est aussi tout le monde doit réussir à continuer à payer son loyer, j'en sais rien, mais c'est compliqué après, je trouve, de garder cette conscience ou cette mobilisation. Et donc, moi, ça me fait un peu peur, même pour toutes les crises à venir, qu'on va chaque fois, même le Covid, je me dis, en fait, on s'est déjà adapté, quoi. Et c'est déjà, comme si c'était normal de porter des masques partout, et donc, je trouve ça bien d'un côté qu'on puisse s'adapter, parce qu'il faudra qu'on s'adapte, et en même temps, ça me fait un peu peur, parce que du coup, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on peut se réendormir un peu... Et donc voilà, je sais pas comment... J'ai pas l'impression que ce soit la peur ou les catastrophes qui vont faire qu'il y a un réel changement qui va s'opérer. Et donc c'est pour ça que je préfère prendre l'autre versant, de dire en fait c'est la connaissance, le fait de pouvoir de nouveau être touché par certaines choses qui fera qu'en fait on a profondément envie et besoin que ça change, quoi. Donc plutôt le prendre d'une manière plus positive, même si la peur peut dans un premier temps nous motiver, après c'est pouvoir... être vraiment connecté à cette nature, par exemple, et du coup avoir envie de la préserver, avoir envie que
d'être vraiment en contact avec elle au quotidien, etc. quoi. Super, merci beaucoup Merci. pour cette petite promenade. Bah oui, C'était super on a eu chouette. de la chance en plus. Mais méga oui, beau. je n'ai que de la chance. J'ai fait que des interviews en extérieur parce que je vais sur le Ouais. terrain justement voir ce que les gens font comme initiative. Je n'ai que de la chance avec le temps. Parce que des fois ici on ne sait pas, hein, mais j'ai eu Ouais, beaucoup de chance. Franchement, je suis très contente. Si vous souhaitez apporter votre aide à l'association de Laetitia ou en savoir davantage, vous trouverez les informations nécessaires dans la description de l'épisode. Si ce dernier vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner sur Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou encore à écrire à lavivao@gmail.com. À bientôt!